L'appel de Cthulhu par H.P. Lovecraft. Chapitre 1. Une horreur d'argile. La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'inaptitude de l'esprit humain à corréler tout ce dont il est témoin. Nous vivons sur une placide île d'ignorance au milieu de noires mers d'infini, et cela ne veut pas dire que nous puissions voyager loin. Les sciences, chacune attelée à sa propre direction, nous ont jusqu'ici peu fait de tort. Mais rassembler nos connaissances dissociées nous ouvrira de si terrifiants horizons de réalité, et la considération de notre effrayante position ici-bas, que soit nous deviendrons fous de la révélation, soit nous en fuirons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'une nouvelle ère d'obscurité. Les théosophes ont pressenti l'impressionnante grandeur du cycle cosmique, où notre monde et la race humaine ne sont qu'un épisode transitoire. Ils ont fait allusion à d'étranges vestiges en termes qui vous glaceraient le sang si on ne les recouvrait pas d'un optimisme dérisoire. Mais ce n'est pas d'eux que j'emprunte ce singulier aperçu sur ces éternités interdites qui m'effraient quand je pense à elles, et me rend fou quand j'en rêve. Ce que j'ai entrevu, comme tous ces redoutables aperçus de la vérité, a soudainement éclaté d'un rapprochement accidentel de choses disjointes. En ce cas, celui d'un vieil article de journal et les notes d'un défunt professeur. J'ose espérer que personne d'autre n'entreprendra cette reconstitution. Et certainement, si je vis, jamais je n'ajouterai sciemment maillon à si hideuse chaîne. Je crois que le professeur lui aussi avait l'intention de garder le silence quant à ce qu'il savait, et qu'il aurait détruit ses notes si la mort ne l'avait soudainement saisi. Ma découverte de tout cela remonte à l'hiver 1926-1927, avec la mort de mon grand-oncle George Gamel Angel, professeur émérite à la chaire des langues somestiques de l'université Brown, Providence, Rhode Island. Le professeur Angel était largement reconnu comme autorité en matière d'inscription ancienne, et les directeurs de musées prééminents avaient souvent recouru à son expertise. Nombreux sont donc ceux qui doivent se souvenir de son décès, à l'âge de 92 ans. Et l'intérêt local fut multiplié par l'opacité des causes de cette mort. On avait frappé le professeur alors qu'il revenait du bateau de Newport. Tombant brusquement, dit un témoin, après avoir été bousculé par un nègre déguisé en matelot surgi d'une de ces ombres et louches ruelles de la colline abrupte débouchant sur le bord de mer au coin de William Street où habitait le défunt. Les médecins ne trouvèrent aucun dommage visible, mais conclurent après un débat perplexe à quelques lésions inconnues du cœur, et que la brusque ascension de cette raide pente de la colline par un homme si âgé était la cause de sa fin. À l'époque, je ne vis aucune raison de mettre en cause ce diagnostic, mais plus tard, je fus enclin à m'étonner, et plus qu'à m'étonner. En tant qu'héritier et exécuteur testamentaire de mon grand-oncle qui mourut veuf et sans enfant, c'était le moindre que j'étudie ces papiers avec grande minutie. Et dans ce but, je déménageais des caisses entières de dossiers chez moi à Boston. L'essentiel du matériel que je compilais sera bientôt publié par la Société américaine d'archéologie, mais il y avait là une boîte que je trouvais curieuse à l'excès et que je me sentis peu disposé à montrer à d'autres yeux. Elle était cadenassée et je n'en trouvais pas la clé jusqu'à ce qu'il me vînt l'idée d'examiner le trousseau personnel que le professeur gardait toujours dans sa poche. Bien sûr, je réussis alors à l'ouvrir, mais pour me confronter à un obstacle plus fort et encore mieux protégé. Quelle pouvait donc être la signification de ce bizarre bas-relief d'argile et de ce fatras de notes, coupures de journaux et divagations que j'y trouvais? Je me résolus à chercher quel sculpteur excentrique était responsable de cette apparente perturbation de la tranquillité d'esprit d'un vieil homme. Ce bas-relief était un rectangle brut de moins d'1 pouce d'épaisseur et de 5 à 6 pouces de long, bien certainement d'origine contemporaine. Ce qu'il représentait, par contre, était loin d'être modeste par l'atmosphère et la suggestion. Nombreuses et extravagantes sont les fantaisies du cubisme et du futurisme, mais elles ne reproduisent pas si souvent cette régularité énigmatique qui hante l'écriture préhistorique. Une sorte d'écriture, c'est ce que semblait être la masse de ces motifs, mais dans toute ma mémoire, malgré une grande familiarité avec les écrits et collections de mon oncle, aucun moyen d'identifier celle-ci en particulier, ou même de lui trouver les affiliations les plus indirectes. Sur ces hiéroglyphes apparents, une figure d'une intention picturale évidente, même si son exécution impressionniste interdisait toute idée claire de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou un symbole représentant un monstre, d'une forme que seule une imagination malade pouvait concevoir. Si je dis qu'un genre d'imagination enfiévrée tentait de superposer simultanément les images d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature humaine, je ne trahirai pas l'esprit de la chose. Une tête de poulpe avec des tentacules, surmontée d'un corps ridicule avec des écailles et des ailes rudimentaires, mais c'était l'impression générale de l'ensemble qui le rendait le plus terriblement effrayant.
Au-delà de l'image, la vague suggestion d'une architecture cyclopéenne. Le texte qui a accompagné cette bizarrerie, hors une liesse de coupures de presse, était de l'écriture du professeur Engel, la plus récente, et ne voulait pas prétendre à un style littéraire. Ce qui semblait en être le document principal avait pour titre Le culte de Cthulhu, en caractères méticuleusement tracés pour éviter toute erreur de lecture d'un mot aussi invraisemblable. Le manuscrit était divisé en 2 sections, la première ayant pour titre 1925, Rêve et travail du rêve de H. A. Wilcox, 7 St. Thomas Street, Providence, Rhode Island. Et la seconde, Récit de l'inspecteur John R. Legrasse, 121 Bienville Street, La Nouvelle-Orléans, 1908. Et notes sur le même sujet, reprise du professeur Webb. Les autres manuscrits consistaient en brèves notes, quelques-uns rendant compte des rêves insolites de différentes personnes, d'autres consistant en citations de livres théophysiques et de magazines, notamment l'Atlantis de William Scott Elliott et son Lost Lemuria. Le reste en commentaires sur des sociétés secrètes en survivance et les cultes cachés, avec des renvois au passage de quelques livres mythologiques ou anthropologiques de référence, comme le Rameau d'or de Fraser et le culte des sorcières de l'Europe de l'Ouest de Madame Murray. Les coupures de presse se rapportaient à des cas disproportionnés de maladies mentales et d'affaires liées à une folie de groupe ou manie psychiatrique au printemps 1925. La première moitié du manuscrit principal raconte une histoire singulière. Cela se passe le 1er mars 1925, quand un frêle jeune homme à la peau brune, d'aspect très nerveux, voire agité, avait sonné chez le professeur Engel, apportant cet étrange bas-relief d'argile, à ce moment-là encore frais et humide. Sa carte indiquait le nom de Henry Anthony Wilcox, et mon oncle le reconnut pour le plus jeune fils d'une famille comme il faut de la ville, qu'il connaissait vaguement, qui étudiait la sculpture à l'école des beaux-arts de Rhode Island, et vivait seul dans un appartement de l'immeuble Fleur de Lys, tout près de cette institution. Wilcox était un jeune homme précoce, de grand talent, mais de beaucoup d'excentricité, et les étranges histoires et rêves bizarres qu'il avait l'habitude de raconter avaient depuis son enfance frappé l'attention de ses proches. Il se disait lui-même psychiquement hypersensible, mais les gens, très collet-montés de la vieille cité commerciale, le rejetaient simplement parce qu'efféminé et bizarre. Ne se mélangeant que rarement avec ses congénères, il avait progressivement brouillé toute visibilité sociale et n'était connu que d'un petit groupe d'esthètes de différentes villes. Même la Société des Arts de Providence, veillant à protéger son conservatisme, l'avait écarté comme sans espoir. À l'occasion de cette visite, continuait le manuscrit du professeur, le sculpteur demanda abruptement à bénéficier de la connaissance archéologique de son hôte, pour identifier les hiéroglyphes du bas-relief. Il parlait d'une manière guindée et rêveuse, qui suggérait la pause et aliénait la sympathie, et mon oncle montra quelque dureté dans sa réponse, puisque la peu discrète fraîcheur de la tablette impliquait une parenté avec tout sauf l'archéologie. La réplique du jeune Wilcox qui impressionna assez mon oncle pour qu'il s'en souvienne et la recopie au mot près était d'une lancée extraordinairement poétique, qui devait être typique de sa conversation tout entière, et que depuis j'ai trouvé très fortement caractéristique de ce qu'il était. Il dit « Évidemment que c'est neuf, je l'ai faite la nuit dernière, mais à partir d'un rêve avec d'étranges cités. Et les rêves sont plus vieux que la ruine de Troie, ou ce que contemple le Sphinx, ou les terrasses de Babylone. » C'est alors qu'il raconta cette histoire abracadabrante, mais qui éveilla un souvenir endormi et provoqua l'intérêt fiévreux de mon oncle. Il y avait eu une légère secousse de tremblement de terre la nuit précédente, mais la plus importante qu'on ait ressentie en Nouvelle-Angleterre depuis plusieurs années, et l'imagination de Wilcox en a été vivement affectée. En s'endormant, il avait eu un rêve comme jamais auparavant il n'en avait fait, avec de grandes et cyclopéennes cités faites de blocs titanesques et de monolithes tombés du ciel, tout en dégoulinant de vases vertes dans une aurore sinistre et latente. Des hiéroglyphes couvraient les murs et les piliers, et, à un moment déterminé, depuis un point en dessous, était venue une voix qui n'était pas une voix, une sensation de chaos que seulement l'imagination pouvait transmuer en son, mais qu'il tenta de rendre par ce fouillis de lettres confus et quasi imprononçables. Cthulhu, Cthulhu. Cette confusion verbale fut la clé du souvenir qui passionna et perturba tant le professeur Engel. Il questionna le sculpteur avec une minutie scientifique et étudia avec une intensité fébrile le bas-relief sur lequel le jeune homme s'était retrouvé lui-même à travailler, vêtu de sa chemise de nuit et gelé quand il s'était réveillé de façon ahurissante. Mon oncle s'excusa de son grand âge, me dit plus tard Wilcox, pour sa lenteur à identifier à la fois les hiéroglyphes et l'image.
Plusieurs de ces questions semblèrent alors totalement hors de propos à son visiteur, et celles spécialement qui essayaient de relier le fait à des cultes bizarres ou des sociétés secrètes. Et Wilcox ne put comprendre les promesses répétées de silence qui lui furent offertes en échange de l'aveu de son admission dans quelque secte mystique ou de sa participation à telle religion paganiste. Alors, quand le professeur Engel fut enfin convaincu que le sculpteur était effectivement ignorant de tout culte ou société de coutumes secrètes, il harcela son visiteur de demandes pour des récits ultérieurs de nouveaux rêves. Et cela porta ses fruits, puisqu'après cette première rencontre, le manuscrit rapporte des conversations quotidiennes avec le jeune homme, pendant lesquelles il raconte de saisissants fragments d'imagination nocturne, où reviennent en permanence de terribles visions de pierres sombres et dégoulinantes, avec une voix souterraine ou une intelligence criant de façon monotone d'énigmatiques messages impossibles à transcrire, sinon comme charabia. Les deux sons les plus fréquemment reconnus étaient ceux que rendent les mots Cthulhu et R'lyeh.